Eh bien, bonjour, ravi de vous retrouver. Ce nouvel épisode du podcast Les Vendredis de l'épargne. Denis du site france-transaction.com. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'intelligence artificielle. Oui, alors je sais que je ne suis pas trop fourni en intelligence naturelle, mais l'intelligence artificielle, c'est pas non plus trop mon truc. Mais bon, on l'a suivi. Vous avez suivi sans doute les actualités. L'intelligence artificielle cartonne dans tous les secteurs. Certains ont peur de voir leur emploi remplacé par une machine. Enfin bon, on a toutes les craintes du monde à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché. Alors ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que moi je suis diplômé en intelligence artificielle. Je sais, on dirait pas comme ça. Mais et pourtant, j'ai fait mes études ça doit être en 86-87, donc j'ai une licence en intelligence artificielle. Donc à l'époque, on faisait les mêmes conneries, pas mêmes produits qu'aujourd'hui, en bien moins élaborés évidemment, hein. Mais on faisait de l'IA générative avec tout ce qu'on appelle le psychologue, c'est-à-dire entretenir une conversation avec une personne. Ça pose aucun souci, et même à l'époque, si vous êtes un peu âgé comme moi et connaissez un peu l'informatique, on avait du langage Prolog, Lisp, etc. Et j'ai même développé des outils quand j'étais en salle de marché pour gérer les risques en Lisp, donc qui est un langage également qui est à l'époque était assimilé à l'intelligence artificielle. Donc, tout ceci pour dire quoi? Pour dire que l'intelligence artificielle, cette fois-ci, elle est sortie des cartons, pour de vrai. Là, ça y est, le marché est carrément lancé, hein, ça fait quelques années déjà, mais bon, il aura fallu quand même 3 tentatives, hein. Il y a quand même eu 2 échecs précédentes, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ça devait être avant les années 2000, mais bon, il y avait les systèmes experts, donc des programmes informatiques qui étaient censés remplacer les experts pour l'aide au diagnostic. Bon, ça fait un flop terrible. Parce que bon, ça. Ouais, voilà, c'était. Ça marchait pas. Aussi bien que l'IA générative actuellement, mais qui est quand même une forme d'illusion, hein, puisque aujourd'hui, en fait, dans l'IA, on va dire commerciale, telle que nous, particuliers individuels, nous la connaissons, c'est une illusion. Il n'y a absolument aucune intelligence artificielle là-dedans, hein. C'est juste de la génération de résultats de programmes informatiques, de machine learning, etc. Donc c'est vraiment le b à bas de l'intelligence artificielle, rien à voir avec ce à quoi on peut s'attendre si vraiment on va beaucoup plus loin avec ces technologies-là. Alors on a fait tous, je fais joujou avec tout ce qu'on essaye de nous vendre via les apps, etc. Faire des vidéos, des montages vidéo avec l'IA, faire des morceaux de musique, on met les paroles, enfin ça nous génère même les paroles et avec notre propre voix, ça peut nous faire des belles chansons, ça peut faire plein de choses, des automatisations de conversation pour les gens qui sont sur les apps de rencontres, etc. Enfin, bon, toutes les applications basiques comme ça, selon moi, ça n'a aucun intérêt et donc ça va disparaître aussi rapidement que c'est venu. Mais il y a vraiment des usages en intelligence artificielle qui vont avoir un vrai sens. Tout ce qui concerne les traitements de données de masse, vous avez des piles de dossiers énormes, il faut en faire des résumés, etc. Ça marche pas mal déjà aujourd'hui, même s'il y a des erreurs, mais bon, l'être humain aussi en fait des erreurs. Donc, et la machine qui est programmée par des êtres humains qui font des erreurs. Bon, voilà. Bon, la combinatoire des deux n'est pas trop mauvaise aujourd'hui. Et puis il y a des usages aussi pour la recherche médicale avec des problèmes où en fait l'IA peut faire de l'aide, de la reconnaissance de forme, etc. Donc ça existe depuis une vingtaine d'années déjà, mais bon, commercialement on en parle un peu plus maintenant. Et voilà, des automatisations assez, on va dire, pas super complexes, où l'intelligence humaine n'a pas besoin d'apparaître directement, bah, ça peut être résolu par l'IA. Voilà. Mais moi ce que je veux juste dire, c'est mon opinion, voilà, chacun la sienne, mais c'est qu'on est très loin des fantasmes
que l'on entend un peu partout, et bon, qui concerne le domaine qui m'intéresse principalement, la finance. Moi, quand j'étais encore CGP, au lancement de l'IA, enfin je veux dire, dès que les médias ont commencé à parler, j'ai assisté à des réunions avec directeurs de développement de l'IA, notamment chez Google pour l'Europe, etc., qui me disaient que bon, les fantasmes sont énormes, quoi. L'IA dans le domaine de la finance, c'est à peu près ce qu'il y avait il y a 20 ans. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune décision intelligente, il y a des rapports, des examens de chiffres, etc. Mais tout ça, entre guillemets, c'est pas ça qui fait la finance, hein, clairement. Il faut de la réflexion, il faut savoir comment vont réagir les autres, etc. Et ça, c'est pas... Bon, bref. Alors, tout ceci pour dire quoi? Pour dire que certainement, une partie d'entre vous sont déjà investis sur des valeurs IA, et c'est une très très bonne chose, puisqu'ils ont sans doute accumulé des plus-values latentes importantes avec l'envolée des actions qui sont sur ce secteur d'activité. Donc là, la liste est assez longue, hein, mais bon, on parle de Nvidia, qui fabrique des puces, mais il n'y a pas que, il y a tous les Meta, les Microsoft, Amazon, etc., tous les géants de la tech américaine, et il y a toute une ribambelle de startups qui se sont lancées, flairant l'opportunité de faire du business sur l'IA. Voilà. Donc, là-dedans, faire le tri, puisque vu le montant des investissements effectués sur ce secteur, un jour ou l'autre, on va vouloir, les investisseurs, mais les boîtes aussi, vont devoir publier des résultats, c'est-à-dire des bénéfices. C'est montrer qu'ils ont un modèle économique, que c'est bien beau d'acheter des puces à 100 000 $, qu'il faut changer tous les 4 ans, mais donc au bout d'un moment, il faut créer de la valeur. Et c'est là que ça risque un petit peu de coincer. Alors de plus en plus d'analystes, et vous entendez ça sur tous les médias, il suffit même d'allumer une radio et pas forcément de demander à un générateur IA, mais pour vous dire attention, secteur de l'IA, bon, la bulle elle est reconnue, et il va falloir faire attention parce qu'un jour ou l'autre ça va commencer à décrocher et ça risque de faire un peu mal. Donc c'est dans ce cadre-là que je fais ce podcast, si j'arrive à le dire. Et voilà, donc je vous propose de faire un tour sur la bulle IA, les investissements, les revenus attendus, les risques d'éclatement de la bulle, et quelle stratégie et quelle tactique au pluriel on peut mettre en place en tant qu'investisseur. Alors les investissements sur le secteur de l'IA, bon, vous en entendez parler, il n'y a pas une seule semaine sans qu'il y ait une annonce de milliards de dollars qui sont investis par telle société, par tel pays, etc. Ça part dans tous les sens. Alors il est estimé là depuis les récentes années, donc post-Covid, hein, que l'investissement dépasse les 1000 milliards de dollars. Rien que pour cette année, on est à 155 milliards d'annoncés, donc par des grosses boîtes à coût de 15 milliards, par la Chine, un plan à 40 milliards. L'an dernier, c'était 180 milliards de dollars qui ont été investis. Et voilà, d'année en année, et on nous promet en 2026 encore plus d'investissements. Ce qui séduit les investisseurs et qui achètent de plus en plus des actions du secteur. Et les sociétés de ces secteurs-là s'envolent, les cours s'envolent, ce qui fait, comme toujours, hein, l'être humain a un comportement moutonnier. On l'a vu avec les ETF, en fait, dès qu'il y a un bon plan, tout le monde se rue dessus sans trop réfléchir, et ça fait monter la sauce du coup. Hein. C'est un peu la pyramide de Ponzi, en fait, hein, ce mécanisme-là. J'ai dit un peu, hein, je n'ai pas dit totalement. Voilà. Donc là, vous avez tous les chiffres. Donc le marché taille mondiale de l'IA en 2025, c'est 244 milliards aujourd'hui. Ça pourrait être 826 milliards d'ici 2030. On va mettre nos lunettes pour y voir plus clair. Alors, il y a quand même des données qui sont publiées par des cabinets le plus souvent américains, et donc le plus souvent qui ont intérêt à défendre le secteur de l'IA, comme quoi, par exemple, 78% des organisations mondiales utiliseraient déjà l'IA, donc pour au moins une fonction. Donc si c'est pour faire jouer avec ChatGPT, ça marche. Donc, et dans plein de boîtes, ils ont pris une licence ChatGPT pour rédiger les courriers basiques ou faire des tâches vraiment voilà, comme ça. Bon.
Donc on voit donc un investissement du nombre énorme, etc. Avec un modèle économique qui, pour le moment, a un petit peu du mal à être réaliste, on va dire, puisque tous ces milliards, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou l'autre, on espère un rendement dessus. C'est-à-dire que si on investit 100 milliards, c'est pas pour retrouver nos 100 milliards dans 4 ans, il faut retrouver bien plus. Et d'où ça va sortir? Voilà, pour l'instant on ne sait pas trop. On sait que plus ou moins l'IA pourrait supprimer une bonne partie des emplois. Donc il y aura un gain de coût quelque part pour les boîtes. Mais d'autres, et c'est assez bizarre d'ailleurs, c'est un organisme américain, voilà, qui publie, c'est World Economic Forum, qui indique que en fait il y aura un solde net, donc positif, sur les emplois de l'IA d'ici 2030. Donc il y aura une première phase de suppression d'emplois, et puis il y aura une phase de création d'emplois par la suite. Bon, why not, hein. Là-dessus c'est pareil, je vais le préciser sans doute plusieurs fois pendant ce podcast, mais si ça se trouve, il ne va pas y avoir d'éclatement de la bulle IA, hein, d'accord? On n'est pas en train de dire attention aux abris, ça va péter. On n'en sait rien et on ne lit pas l'avenir, même si on peut essayer dans le mar de café, mais voilà. C'est juste que en fait, tout investisseur, le rôle, c'est pas le rôle, mais le principe d'investir sur les marchés financiers, c'est d'anticiper les choses. Donc si on est déjà investi sur ce secteur, c'est déjà une excellente décision qui a été faite, qui a été prise en amont, puisque ça n'arrête pas de grimper. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il faut vendre. Non, tant que ça grimpe, on laisse courir. Par contre, on sait que, je pense, c'est mon point de vue, mais je ne suis pas le seul, et donc là en l'occurrence, je vous évoque la note de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui a déjà alerté sur la constitution de la bulle financière autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas quand la BCE dit attention, alerte, il y a une bulle sur tel secteur, c'est pas, on peut penser ce qu'on veut de la BCE, mais c'est quand même pas le branquignol que je suis qui donne son avis, ça a quand même pas le même poids, quoi, je veux dire, hein. Donc ça, il y a cette alerte qui a été déjà émise depuis quelques mois, mais ça c'est pas pour autant que la bulle a éclaté. Il y a d'autres risques qui pour moi sont aussi importants. C'est ce que j'appelle une consanguinité. En fait, toutes ces boîtes-là qui investissent des milliards de dollars, les investissent les unes dans les autres. Par exemple, c'est très simple, hein, Microsoft il veut acheter des puces Nvidia. Donc en fait, les milliards, ils partent de Microsoft qui investit des milliards, qui va dans Nvidia qui investit des milliards, et Nvidia investit des milliards dans Intel, et voilà quoi. Et Alphabet fait pareil, il investit dans Intel, mais il achète des puces Nvidia, et machin, et machin. En fait, il y a 12-15 boîtes américaines qui investissent des milliards entre elles. Et puis il y a la Chine de l'autre côté qui essaie de se battre un peu avec tout ça, et qui est, eu les nouvelles, et voilà, ça secoue à coup de milliards de dollars, mais c'est pareil, je veux dire, c'est le noyau dur des grosses boîtes qui sont qui sont quasiment aussi puissantes qu'un État, qui investissent les unes dans les autres à coups de milliards. Donc si ce château, c'est pas un château de cartes aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment un château médiéval en pierre dure, mais bon, si jamais il y a un trou dans le mur, il se passe un truc, on ne sait pas quoi, en fait, comme il y a une forte consanguinité entre tout ça, ça va s'écrouler d'autant plus vite. Et le risque, il est vraiment là. Donc, c'est que c'est tellement concentré que si ça se passe mal pour une boîte, ça va se passer mal pour toutes les autres. Voilà. Ce que je veux tenir à dire là-dessus. Donc, je vais ajouter un autre point, c'est que les puces Nvidia, on dit ok, c'est le vendeur de pelles lors de la recherche des mines d'or aux USA, ils vendent que des outils. Le problème, c'est que les puces Nvidia au départ, ils avaient dit elles vont tenir 6 ans, d'accord? Et en fait, après, il y a 1 an et demi, ils ont dit non, finalement, elles vont tenir que 5 ans. Et puis là, ils ont indiqué il n'y a pas très longtemps que non, finalement, c'est 4 ans.
Donc en fait, quand vous étiez une boîte, vous avez acheté des puces à 100 000 dollars en vous disant, bon bah là j'en ai pour 6 ans, et que maintenant on commence à vous dire, bah non, tes puces, si tu veux faire rendre un service de qualité, il va falloir les changer au bout de 4 ans, et il faut recracher 100 000 dollars. Donc je comprends bien que l'action Nvidia s'envole et soit la première valorisation au monde, machin, battre tous les records, 4 milliards, 4000 milliards de dollars, machin. C'est complètement fou, quoi. Enfin, bon bref. Et que ça continue à tourner sans que personne se dise, mais putain, mais jamais ils vont arriver à rentabiliser ce truc, quoi. Donc Nvidia s'en met plein les fouilles actuellement et c'est génial. Mais comment les gens peuvent investir autant de trucs, d'argent là-dedans, sans avoir les revenus qui collent là tout de suite, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, alors, il y a deux qui nous intéressent, nous, en tant que petits particuliers là-dessus, c'est de savoir ce qu'on peut faire, parce qu'on sait que la bulle IA, je pense que à peu près tout le monde est convaincu qu'elle existe. On ne sait pas si ça va éclater un jour. Par contre, ce qu'on sait, c'est si ça va éclater, ça va partir, ça va éclater fort, rapidement. Ça ne veut pas dire que l'IA va plus en parler. Au contraire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des domaines d'application où l'IA a une vraie valeur ajoutée et ça va rester, c'est acquis. D'accord. Donc là, il est hors de question de dire que ça va tout remettre à zéro et que l'IA va repartir comme il était parti deux fois avant dans l'histoire, hein, comme les systèmes experts par exemple, dans les années 90. Donc là, tous ces acquis là, et même l'IA générative, bon, on voit bien que bon, ça y est, les gens commencent à utiliser. On râle parce que bon, des fois c'est un peu n'importe quoi, mais bon, ça va, ça rend service à certaines personnes, et puis les gens vont apprendre à l'utiliser, il va y avoir des nouveaux métiers, les prompteurs, les machins, les trucs. Ouais, ça me fait marrer. Mais bon. Voilà. Donc tout ça, ça va rester. Par contre, les super investissements, les méga investissements dans des trucs chelous et avec... et puis déjà toutes les petites sociétés qui essayent de faire des marchés d'opportunités en vendant des trucs, là, bon, ouais, on se casser la gueule, ça, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, tout ça pour dire que quand ça va baisser, sur un événement que l'on ne peut pas prédire, parce que si on s'attend en bourse, hein, quand on s'attend à un crack, il n'y a pas de crack en fait. Si tout le monde s'attend à ce que ça explose, ça va pas exploser, parce que justement tout le monde est prudent. Donc là, on est encore dans un truc où ceux qui crient à l'alerte, à la chute des marchés financiers sur l'IA, ils commencent à être de plus en plus nombreux, mais ils n'ont pas le déclencheur avec eux. Ils ne disent pas, bah voilà, si la prochaine publication de, je sais pas quoi, Nvidia, d'un coup il y a un bémol, ça y est, le marché va se prendre moins 20, moins 30, etc. On ne le sait pas, on ne sait pas quel est l'événement. Et quel est l'ordre de la chute? L'ordre de la chute, généralement, c'est moins 30%. Hein. Pourquoi moins 30? Parce que moins 30, les gens commencent à avoir vraiment peur. Toutes les différentes crises boursières, quand on atteint le niveau de moins 30, déjà bon, les petits porteurs ont pris peur, donc ils liquident toutes leurs positions. Donc on n'en parle plus, il ne reste plus que les professionnels, et puis eux, ils gèrent bien mieux le risque que nous, donc pour eux, il n'y a pas de souci, ils savent gérer tout ça. C'est déjà prévu à l'avance. C'est justement un peu le but de ce podcast, c'est de se préparer, nous, petits porteurs, à ne pas se prendre les moins 30 dans la figure. Donc, alors, comment on fait? Bon, soyons un peu concrets. Donc la stratégie, on sait, c'est anticiper la baisse, éclatement de la bulle IA. Ok. Tactique, donc c'est comment on fait concrètement. Si on investit sur des valeurs actions exposées au secteur IA en direct, si vous avez des plus-values importantes, c'est pas mal d'en prendre tout ou partie. Je ne dis pas qu'il faut vendre tout, de toute façon je ne donne pas de conseils, mais c'est bien de, au fur et à mesure que ça monte, de vendre une partie de ces actifs pour réaliser les plus-values. Pour rappel, les plus-values latentes, on s'en fout, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est les plus-values réalisées. Donc il faut réaliser ces plus-values avant que ça se casse la gueule, ça paraît assez logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le secteur de l'IA dégringole, comme c'est un secteur important, et c'est le premier point de développement aux États-Unis actuellement, il est probable que tous les indices boursiers vont se casser la gueule quand même. Donc même si les valeurs, on va dire, défensives
je sais pas moi, chez Michelin, les actions Michelin, sont pas vraiment, sont forcément connectés à l'IA. Ils en font sans doute depuis longtemps. Ils ont sans doute recours à l'IA depuis longtemps pour le dessin de leur profil sur les pneumatiques. Mais c'est pas une valeur IA en tant que telle. Ils fabriquent des pneus. Donc, et pourtant, si le secteur de l'IA se casse la gueule, les actions Michelin vont également baisser par effet collatéral, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont investis sur des indices entiers. Et donc, quand on vend l'indice, on vend toutes les valeurs. Donc, tout ceci pour dire que si vous avez des plus-values latentes assez conséquentes, ce serait peut-être pas mal d'en mettre une partie, de les sécuriser une partie, ou laisser courir le reste, en attendant d'avoir les fameux signes d'un truc qui part en vrille. Voilà. Et puis, vous pouvez éventuellement courir votre portefeuille résiduel sur les valeurs IA. Alors là, il faut se lancer déjà dans les petits calculs, hein, mais vous savez que vous avez accès à des actifs financiers, donc des types ETF short, donc des ETF sur lesquels vous investissez et qui vont dans le sens inverse, ou ETF reverse, qui vont dans le sens inverse du marché. Donc avec un petit calcul à la clé, vous pouvez très bien couvrir un portefeuille d'actions qui sont, par exemple, les actions américaines, en achetant des ETF adéquates pour qu'en cas de baisse des marchés, en fait, vous gagnez d'un côté ce que vous perdez de l'autre. Donc dès qu'on se couvre, on ne gagne pas, hein, on ne gagne pas d'argent en se couvrant, on évite d'en perdre. D'accord ? Donc c'est ce que je dis au niveau des investisseurs, donc entre guillemets peu avertis, c'est le plus pertinent, c'est de réduire son exposition au marché financier quand on approche d'un orage. Si on est convaincu qu'un orage va arriver, on peut se tromper, c'est pas grave. Même si on vend une position gagnante aujourd'hui, on a réalisé des plus-values. Et point barre, on s'en fout on aurait pu gagner 10% en plus, mais oui, mais on aurait pu perdre 30% aussi. Gérer ces risques. Voilà. Alors, pour les investisseurs un peu plus avertis, donc ceux qui n'hésitent pas, par exemple, à miser sur des actifs financiers, j'en ai parlé à l'instant, reverse, c'est-à-dire qui vont dans le sens inverse des marchés. Plutôt que de grimper, par exemple, avec le secteur IA, il y a des indices sectoriels IA, et bien plus l'indice sectoriel IA baisse, plus la valeur de cet actif grimpera. Donc ça va dans le sens inverse. Donc ceux qui ne sont pas investis du tout sur le secteur de l'IA, par exemple moi je ne suis plus depuis quelques semaines, moi typiquement ce sera ce type de positionnement que j'aurai. C'est-à-dire que dès que ça commence à chuter, je vais appuyer je vais m'appuyer sur ce type de tactique, à savoir acheter des actifs financiers qui jouent la baisse des marchés. Donc les ETF short du secteur, ou investir sur les produits dérivés, donc type CFD, un contrat for difference, sur le VIX. Donc le VIX, on a entendu parler. Alors beaucoup disent c'est l'indice de la peur, etc. En fait non, c'est l'indice volatilité des indices actions, de l'indice action SP500 américain. Donc en fait plus il y a de variations sur le marché, plus cet indice monte. Et si on joue la baisse du secteur de l'IA, forcément cet indice il va grimper puisque les marchés vont baisser. Et le VIX, quand un marché est baissier, il grimpe toujours plus violemment que quand le marché est haussier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un indice c'est un indice, donc c'est pas une valeur, c'est pas un titre, c'est pas une action. Et c'est en points, en pourcents, et donc 1% de baisse, c'est toujours plus de points que 1% de hausse. Voilà. C'est le biais des pourcentages, mais c'est comme ça. Donc un pourcentage de baisse est toujours plus fort qu'un pourcentage de hausse, un seul pourcent de hausse, évidemment. Donc le VIX, c'est accessible, on peut miser sur le VIX à l'achat, à la vente, etc., via les CFD sur différentes plateformes. Donc l'intérêt de ce genre de truc, c'est que pour un capital faible, par exemple 100 euros, 150 euros, on peut investir comme si on avait, avec un effet de levier, 1500, 3000, investi 5000 euros. Il y a un effet de levier derrière et chaque investisseur peut le choisir. Par contre, donc là, c'est réservé aux investisseurs avertis,
puisque ce sont des produits dérivés à appel de marge, c'est-à-dire qu'on peut perdre davantage de capital que l'on a investi. Donc là, on n'est pas sur un marché action ou un marché ETF. C'est pas, j'ai pas, quand j'achète 1000 euros d'ETF, au pire du pire, j'ai perdu 1000 euros. L'ETF code 0, tac, j'ai tout perdu. Quand on achète un produit dérivé, par exemple CFD sur le VIX, on investit 1000 euros, quel que soit l'effet de levier, et on peut perdre 10 000 euros, même avec un effet de levier 1, parce que si on oublie de vendre au moment où on arrive à 0, ben on part dans le négatif. Voilà. Et on peut partir très rapidement. Si on a un effet de levier 10, il suffit de pas beaucoup pour atteindre la mise de départ. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut être investisseur averti. Alors si on est vraiment très averti et expert, évidemment on a d'autres encore actifs financiers sur lesquels, produits financiers sur lesquels on peut jouer. Mais bon, j'imagine que si vous écoutez cette vidéo, ce podcast, vous n'êtes pas investisseur expert, puisque vous aurez sans doute déjà quitté le podcast dès le début. Mais en fait, bon, donc il faut savoir quand même que pour notre culture générale, qu'il y a des futurs, des contrats futurs, hein, donc on parie sur la valeur d'un actif financier dans le futur. Et donc il y a des options aussi. Donc là, les options, c'est quand même un peu plus courant comme produit financier, un peu plus accessible. Donc on peut monter des stratégies à base d'options et de futurs, des options de vente sur le secteur ou des croisées. Enfin bon, il y a tout un tas de stratégies à monter là-dessus. Mais là, il faut être expert parce que bon, il faut être derrière ces écrans, il faut suivre ça. C'est un métier à part entière. Donc voilà. Alors, la grande question. Donc, si tout le monde n'est pas d'accord, mais si on s'accorde à dire que on fait, ok, il y a une bulle IA, ça va éclater, bon, c'est bien gentil. Alors, c'est quand? C'est dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, 2026, 2027, c'est quand? Eh bien, personne ne sait. Voilà. Ça, toc. Donc moi, ce que j'ai simplement, vous voyez peut-être pas, mais là, c'est la courbe de l'indice Nasdaq, donc les 100 valeurs tech américaines. Donc il ne fait que grimper, qui ne bouge que quand il y a des grosses news. Mais sinon, ça grimpe. En fait, il y a un flux d'investisseurs réguliers qui misent là-dessus. Donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, il n'y a aucun signal, absolument aucun signal d'éclatement. Hormis des valorisations stratosphériques, des valorisations de bénéfices attendus qui n'ont aucune rationalité. On est au niveau, alors tout le monde reprend cette image, hein, mais bon, elle est véridique, on est au niveau de la bulle internet des années 2000, où tout le monde croyait que bon, il suffisait d'ouvrir un site internet et puis pour faire une petite fortune, etc. Là aujourd'hui, on a l'impression que il suffit d'ouvrir un service, on va dire activé à partir de l'IA pour que ce soit un miroir aux alouettes, tout le monde y va, ouais, c'est génial, c'est un peu comme, je veux dire, notre réaction. Enfin, moi, je sais que, ok, j'ai joué avec la musique, j'ai enregistré mon titre où je suis chanteur dessus, l'IA a tout fait, a généré la musique, les refrains, les machins. Au début, c'est sympa, mais au bout de 2 jours, ça y est, on a fait le tour, hein, et on dit, ouais, ok, bon, tout le monde peut le faire, et du coup, ça n'a aucune valeur, quoi. L'IA générative, bon, tout de suite, moi, je suis allé sur mon domaine de compétences, bah, j'ai vu que c'est de la daube, quoi. Je veux dire, voilà, même avec des services payants, enfin, je veux dire, enfin, voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On attend les vrais services d'IA, et pour l'instant, on les a pas. Parce que je vous rappelle que, enfin, il y a des trucs, l'IA dans la finance, reconnaître la forme d'une courbe, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Il faut arrêter le délire, hein. Reconnaître le visage d'une personne à partir d'une photo, ce n'est pas de l'IA. Ça, des programmes le faisaient avant. Ça fait 20 ans que ça existe. Ça n'a rien à voir avec de l'IA. C'est des programmes informatiques en dur. Voilà. Bon. Pareil, les stratégies sur les placements financiers, les plus basiques, Pro Real Time et compagnie, je veux dire, les stratégies financières, rien à voir avec l'IA. Hein. Ouais, bon. Voilà. Donc, quand agir
eh ben, il faudra avoir des signaux. Donc là, il n'y a pas de... Ça ne sert à rien de se lancer avant en disant « Oh, papa, on sécurise avant de se prendre le premier moins 10%. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut dégager, s'il y a un vrai truc, ça va dégager de moins 30% en moins d'une semaine. Ça, c'est quasi sûr, vu la consanguinité du truc, vu les investissements qui ont été effectués. Ça va claquer, mais ça va claquer fort, mais en très peu de temps. C'est pour ça qu'en tant que particulier, on n'aura pas le moyen d'agir. On ne peut pas non plus attendre que le Nasdaq perde 5% en une journée en disant « Ah, va falloir peut-être que je m'y mette et j'attends demain matin de voir si ça repart à la hausse ou pas. » Non, une fois que ça va décocher, mais direct. Hein. Parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de produits dérivés avec des effets de levier. Et ça, c'est des trucs, mais les positions des traders, on va dire des gérants à risque sur le marché américain sont largement vendeurs actuellement. Ils ne sont pas acheteurs. Et pourtant, les indices montent. Okay, et continuent d'acheter des shorts, etc. Ils jouent la baisse. Il y a de plus en plus de gens qui jouent la baisse. Donc, quand ces gens-là vont commencer à avoir raison, ils vont appuyer dessus. Parce qu'ils ont beaucoup de liquidités. Et donc, dès que ça commence à baisser, donc ils ont récupéré leur marge capital d'investissement de départ, ils vont continuer d'appuyer. Et tant que les cours ne reviendront pas à la hausse, ils vont vendre. D'accord? Donc, ça va décocher très très rapidement. C'est une vraie lame de fond. Donc, quand on ne sait pas, et comme on est particulier, on a des actions ou des actifs là-dessus, ben on prend petit à petit ses profits. Voilà. Il n'y a que ça à dire. Donc au final, moi ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que la bulle de l'IA, elle est là. Tout le monde sait, peu ou prou, qu'elle existe. Certains ne veulent pas la voir, mais c'est comme à chaque fois. C'est pas grave. Elle est confirmée par des instances officielles. Les professionnels la confirment. Alors, il y a plein d'arguments là-dessus. Il y a des rapports sur les traders professionnels. Il y a plus de positions short que long sur les indices américains. Donc ça veut dire qu'ils préparent tous quelque chose. Ça ne veut absolument pas dire que ça va arriver. C'est de la spéculation à la baisse pour l'instant seulement. La correction va être forte, hyper rapide, mais elle ne sera pas durable. Le secteur de l'intelligence artificielle n'est pas mort et vous le voyez tous les jours, vous l'utilisez tous les jours et ça va continuer à exister. C'est juste que les acteurs qui investissent massivement sur le secteur vont devoir vraiment penser à une monétisation de leurs services. Et quand on viendra vous vendre un truc à 30 € par mois parce qu'il y a de l'IA dedans, on n'est pas certain que tout le monde accepte de payer encore des abonnements supplémentaires. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura des opportunités à venir, puisque quand un marché va être fortement baissier, bah, nous, petits porteurs, on le sait, ce sera sans doute le moment d'acheter, puisque dès que l'orage est passé, souvent il fait de nouveau soleil. Mais par contre, il ne faudra pas se jeter trop vite. Ça, on en reparlera sans doute. Et puis, si on est suiveur de tendance, ben, il va falloir être super réactif. Donc, si on part en vacances 10 jours à les Canaries et qu'on n'a pas de connexion là-dessus, qu'on entend vaguement qu'il y a marché financier qui partent, qui chute de plus de 3-4% par jour, ben, il serait temps d'aller consulter son internet et voir où sont ces petits, mais bon, le mieux évidemment de gérer tout ça correctement. Voilà. Donc j'espère que, voilà. Moi j'ai pas de position sur l'IA actuellement, mais je suis investi sur des valeurs américaines ou des valeurs françaises, donc je le considère comme un point de risque actuel, bien que n'étant pas directement investi sur les grandes sociétés américaines, les 12